il y a 27 ans, une classe entière de jeunes élèves disparaissait lors d'une sortie scolaire, disparaissant sans laisser de traces, laissant leur famille dévastée. Les autorités soupçonnaient l'enseignant qui avait disparu avec eux d'être impliqué, mais, faute de corps retrouvés et de pistes limitées, l'enquête a finalement été abandonnée. Pourtant, pendant toutes ces années, une mère désespérée n'a jamais perdu espoir, s'accrochant à l'infime chance que sa fille soit encore là, quelque part. Puis, un jour, en parcourant de vieilles photos, elle remarqua un détail crucial que personne n'avait remarqué, un détail qui allait bouleverser toute l'affaire et choquer toutes les personnes impliquées d'une manière inimaginable. Laura Callaway se réveilla le matin du 28 septembre 2023, le cœur lourd. Le ciel gris et nuageux devant sa fenêtre reflétait sa morosité. Elle s'était préparée à ce jour, mais malgré cela, le chagrin et la douleur étaient accablants, cela faisait exactement 27 ans que sa fille Rory avait disparu. Lentement, Laura se leva de son lit et se dirigea vers la coiffeuse. Là, accrochée au miroir, se trouvait une photo en gros plan de Rory en uniforme scolaire. Laura la prit délicatement dans ses mains, les yeux embués de larmes, contemplant le visage souriant de sa fille. « Oh, Rory !» murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Mais Laura prit une profonde inspiration, se préparant à la vague de chagrin qui menaçait de l'engloutir. Elle avait traversé les pires moments de ces 27 dernières années, et elle savait qu'elle devait rester forte. Après s'être lavée et habillée, Laura a consulté son téléphone. Elle y avait un SMS de sa meilleure amie, Hélène Carter. « Tu n'es pas seule dans cette situation. On s'en souvient tous. Si tu as besoin de compagnie, viens chez moi quand tu veux. » Hélène était également la mère d'un des enfants disparus. Laura ressentit un léger réconfort à l'idée de ne pas être seule dans son deuil. Elle répondit, « Pouvez-vous venir maintenant ?» La réponse d'Hélène fut immédiate et accueillante. Avant de partir, Laura alla à la cuisine chercher quelques sachets de thé Earl Grey à la lavande et un pot de biscuits dans sa collection. L'idée d'arriver les mains vides chez son amie ne lui plaisait pas, même après toutes ces années d'amitié. Alors que Laura sortait de chez elle et entamait le court trajet jusqu'à chez Hélène, elle ne put s'empêcher de penser à la solitude qu'elle ressentait depuis la perte de son mari. Hélène était devenue l'une des rares personnes à comprendre véritablement sa douleur et à l'avoir accompagnée dans les moments les plus sombres. Le quartier était calme tandis que Laura parcourait les rues familières. Les maisons avaient à peu près la même apparence qu'il y a 27 ans, contrastant fortement avec l'ampleur des changements dans sa vie. En approchant de la maison d'Hélène, à quelques pâtés de maison de la sienne, elle vit la porte d'entrée s'ouvrir avant même qu'elle puisse frapper. Hélène l'accueillit avec un sourire chaleureux et compréhensif et la serra dans ses bras pour la réconforter. « Entrez », dit-elle doucement, faisant entrer Laura. Laura tendit à Hélène la boîte à biscuits et les sachets de thé tandis qu'elle se dirigeait vers la cuisine. Hélène s'occupa de faire bouillir de l'eau pour le thé, tandis que Laura s'installait sur le canapé du salon. L'atmosphère familière de la maison d'Hélène lui apportait un peu de réconfort en cette journée difficile. Pendant qu'ils attendaient que l'eau bout, Hélène se tourna vers Laura et lui demanda doucement, « Comment vas-tu » Laura soupira, les yeux baissés. « J'essaie de suivre, tu sais comment c'est. C'est toujours le jour le plus dur. » Elle marqua une pause, rassemblant ses pensées. « Même si j'ai appris à vivre avec, le passé me hante encore, surtout aujourd'hui. » Hélène hocha la tête, compréhensive. « C'est pareil pour moi, » admit-elle. « Souvenez-vous, j'ai terminé ma thérapie l'année dernière. Même si j'ai accepté le passé et essayé de contenir tous les « et si » qui me rongeraient, je ne peux pas nier que cette journée est particulièrement difficile. Je ne suis pas sûr que cela signifie que je doive reprendre une thérapie. » La bouilloire siffla. Hélène versa l'eau chaude dans 2 tasses et les apporta sur la table basse devant le canapé. L'arôme réconfortant de la lavande Earl Grey emplissait l'air, procurant un instant de paix au milieu de leur chagrin partagé. Assises ensemble à siroter leur thé, Laura était reconnaissante de la présence d'Hélène. Leur tragédie commune avait tissé des liens, se soutenant mutuellement pendant des années, alors que personne d'autre ne comprenait vraiment leur douleur. Le poids de leur perte pesait lourd dans l'air, mais il y avait aussi un sentiment de solidarité, un rappel qu'ils n'étaient pas seuls.
Hélène posa sa tasse de thé et se tourna vers Laura avec un doux sourire. Tu sais, ma psychologue m'a dit quelque chose qui m'a été utile, dit-elle. On devrait affronter sa douleur quand elle survient et l'accepter comme faisant partie de soi, sans chercher à la cacher ou à la contourner. Hélène marqua une pause, réfléchissant attentivement à ce qu'elle allait dire. Je me disais, qu'on pourrait peut-être regarder quelques photos ensemble, si ça te tente. Bien sûr, répondit Laura en prenant une autre gorgée de thé, se laissant apaiser par la chaleur du liquide. Au bout d'un moment, elle hocha la tête. Je pense que ça pourrait être bien. Hélène se leva et se dirigea vers le meuble télé, en sortant un album photo. Elle retourna s'asseoir près de Laura et plaça l'album entre elles. Tandis qu'elle feuilletait les pages, un flot de souvenirs les submergea. Les photos relataient des moments plus heureux, la rentrée scolaire de leurs enfants, les anniversaires, les pique-niques en famille. Laura et Hélène se sont retrouvées à partager des histoires et à se remémorer le passé, leur voix étant un mélange de rire et de larmes. Tu te souviens quand Rory et Sally ont commencé à fréquenter cette école, demanda Laura en désignant une photo des deux filles en uniforme. Hélène hocha la tête, un sourire mélancolique aux lèvres. C'était en CM2, non? L'école n'était ouverte que depuis 2 ans à ce moment-là. C'est vrai, confirma Laura. Je me souviens que la classe était petite au début, seulement 6 élèves. Mais à la fin de l'année, elle était passée à 15. L'école a vraiment investi dans le marketing, n'est-ce pas? Tous ces tarifs réduits pour attirer les parents, songea Hélène. Ils continuèrent à feuilleter l'album, et le regard de Laura fut soudain attiré par une photo qu'elle n'avait jamais vue auparavant. On y voyait Rory et Sally, accompagnés de quelques camarades de classe, travaillant sur un projet scientifique pendant la fête des sciences de l'école. Les visages des enfants rayonnaient d'enthousiasme, totalement inconscients de la tragédie qui les attendait. Cette photo, elle est magnifique, dit Laura d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Où l'as-tu trouvée? Hélène regarda la photo et expliqua, je l'ai reçue de la police il y a quelques mois. L'affaire étant classée sans suite, ils ont autorisé les parents à récupérer des copies des pièces à conviction. Je suis allé au commissariat et j'ai demandé tout ce qu'ils avaient. Laura était surprise. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Si j'avais su, j'aurais aussi demandé des copies. Hélène lui adressa un sourire triste. C'est peut-être mieux que tu ne l'aies pas fait. Pour être honnête, toutes ces preuves m'ont empêché d'aller de l'avant. C'est en partie pour ça que j'avais besoin d'une thérapie. J'ai passé tant de nuits blanches à éplucher ces dossiers, à chercher quelque chose n'importe quoi qui pourrait nous apporter des réponses. Tandis qu'elle continuait à parcourir les photos, Laura tomba sur une autre image inconnue, une photo de classe prise devant un bus scolaire jaune, celui-là même qui avait emmené les enfants pour ce voyage fatidique. Laura étudia attentivement la photo, scrutant chaque visage du regard. Soudain, elle remarqua quelque chose qui fit bondir son cœur. Pourquoi la directrice Lillian Brox est-elle sur cette photo, demanda-t-elle, la voix pleine de confusion et d'une pointe d'espoir. Je pensais que Monsieur Grégory, l'enseignant, était parti seul avec les enfants et un seul membre du personnel de soutien ce jour-là. Hélène se pencha pour regarder de plus près. Vous savez, je n'en suis pas tout à fait sûre, dit-elle en fronçant les sourcils. Je me souviens avoir entendu des rumeurs de la part d'autres parents selon lesquelles ce membre du personnel était en fait le directeur, mais je n'y ai jamais vraiment prêté attention. Laura ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose clochait. Pendant toutes ces années, elle avait cru que ce n'était que l'enseignant et un collègue ou un membre du personnel administratif qui étaient impliqués dans ce voyage. La présence du directeur sur cette photo soulevait des questions qu'elle n'avait jamais envisagées auparavant. Alors que Laura ouvrait la bouche pour exprimer ses inquiétudes, Hélène posa doucement une main sur son bras. Laura, dit-elle doucement, je connais ce regard. Nous avons déjà vécu ce genre de situation, croyant avoir trouvé quelque chose de crucial des dizaines, voire des centaines de fois. Ce n'est pas bon pour nous de nous accrocher à de faux espoirs. Laura aurait voulu argumenter, insister sur l'importance de ce détail, mais elle vit l'inquiétude dans le regard d'Hélène. Elle prit une profonde inspiration, essayant de calmer la vague d'émotions qui l'envahissait.
Tu as raison, dit-elle finalement, même si une part d'elle-même gardait un doute persistant. Ce n'est probablement rien. Hélène lui adressa un sourire compatissant et se tourna vers l'album photo. Regardez, dit-elle en désignant le bus en arrière-plan, cette photo a probablement été prise avant le voyage, dans l'enceinte de l'école. Cela expliquerait la présence du directeur. Laura hocha la tête, sans être totalement convaincue. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge murale et réalisa qu'elle discutait depuis près d'1 heure. Hélène, je déteste faire ça, mais je devrais peut-être y aller, dit-elle en se levant. Je veux aller sur la tombe de Rory, lui apporter des fleurs et faire un peu de rangement. Je le fais chaque année, tu sais. Hélène hocha la tête en signe de compréhension. Bien sûr. Voulez-vous de la compagnie? La tombe de Sally se trouve dans le même quartier. Laura apprécia l'offre, mais vit l'hésitation dans les yeux d'Hélène. C'est gentil de ta part, mais je sais que tu préfères partir avec Matthew plus tard. Ça ira. Alors que Laura s'apprêtait à partir, elle marqua une pause et se tourna vers Hélène. Est-ce que ça te dérangerait que je prenne cette photo avec moi, celle du bus scolaire? Hélène sembla réfléchir un instant avant d'acquiescer. Bien sûr. Mais, Laura, promets-moi de ne pas te laisser ronger par ça. On ne peut pas se permettre de retomber dans ce piège. Laura assura à son amie qu'elle serait prudente. Mais en quittant la maison d'Hélène et en se dirigeant vers l'arrêt de bus, son esprit s'emballa, peuplé de possibilités et d'un espoir renouvelé qu'après 27 ans, elle pourrait enfin découvrir la vérité. Elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment d'avoir découvert quelque chose d'important. L'image de la directrice Lillian Brox, debout avec les enfants avant leur voyage malheureux, lui restait gravée dans la tête, une pièce de puzzle qui ne correspondait pas tout à fait à l'histoire qu'on lui avait racontée ces 27 dernières années. En attendant le bus qui l'emmènerait en ville acheter des fleurs chez son fleuriste préféré, Laura se sentait déchirée entre le désir de découvrir la vérité et la peur de rouvrir de vieilles blessures. Le ciel s'assombrissait au-dessus d'elle, menaçant de pleuvoir, à l'image de la tempête d'émotions qui la submergeait. Elle pria silencieusement pour que la pluie cesse jusqu'à la fin de sa visite au cimetière, lui permettant ainsi d'honorer la mémoire de sa fille en paix. Laura était assise dans le bus, perdue dans ses pensées, tandis que le bus traversait les rues familières en direction du centre-ville. Elle tenait la photo entre ses mains, incapable de détacher son regard de l'image de sa fille et de ses camarades, figée dans le temps en ce jour fatidique. Plus elle observait la photo, plus les questions se multipliaient. Les paroles d'Hélène résonnaient dans sa tête, l'avertissant de ne pas se raccrocher à de faux espoirs, mais Laura ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose clochait. Pourquoi certains parents avaient-ils cru que le directeur était de la partie, alors que d'autres, comme elle, s'étaient entendus dire qu'il ne s'agissait que de l'enseignant et d'une équipe de soutien? Elle se targuait d'être une mère active et impliquée, assistant à toutes les réunions et rassemblements, même aux procès et audiences scolaires où les parents des victimes cherchaient justice. Comment un détail aussi crucial avait-il pu lui échapper? Laura hésita un instant avant de sortir son téléphone. Elle avait enregistré le numéro personnel de l'agent depuis longtemps, mais elle n'était pas sûre qu'il se souvienne encore d'elle, ni même qu'il veuille lui parler. Cette pensée lui serra l'estomac, mais elle était résolue à appeler quand même. Elle jeta un coup d'œil autour du bus presque vide, les sièges usés étaient couverts de graffitis discrets, et les faibles néons clignotaient de temps en temps. Dehors, le quartier défilait flou. Prenant une inspiration, elle composa le numéro, pressant fermement le téléphone contre son oreille. Le premier appel resta sans réponse. Elle déglutit et réessaya. Toujours rien, juste le bourdonnement mécanique d'un message vocal. Les doigts de Laura planèrent sur l'écran, hésitant à laisser un message. Que allait-elle dire? Salut, ça fait des années, mais j'ai besoin de ton aide. Tu te souviens de moi? C'était stupide, désespéré. Elle secoua la tête et raccrocha sans laisser de message vocal, rangeant son téléphone dans son sac à main. Le bus sursauta légèrement en arrivant à un autre arrêt. Elle jeta un coup d'œil dehors et ressentit soudain un choc, elle se trouvait près de la maison du directeur. La vue de l'ancien quartier lui fit froid dans le dos, réveillant des souvenirs qu'elle croyait avoir enfouis. Sans réfléchir,
elle se leva juste au moment où les portes du bus allaient se fermer. Elle appuya sur la sonnette et sortit, s'excusant auprès du chauffeur en descendant. Debout sur le trottoir, Laura se sentit soudain un peu bête. Elle ignorait si le directeur était là, ni même si elle habitait toujours à la même adresse après toutes ces années. Elle se souvenait vaguement de la rue, mais pas du numéro exact. En consultant les horaires de bus à l'arrêt, elle vit que le prochain n'arriverait pas avant 20 minutes. Bon, murmura-t-elle, autant essayer tant que j'y suis. Laura commença à descendre la rue, scrutant les maisons du regard à la recherche de quelque chose de familier. Le quartier avait changé au fil des ans, certaines maisons rénovées, d'autres montrant des signes de vieillissement. Après quelques minutes d'errance, elle se retrouva devant une maison qui réveilla un vague souvenir. Debout sur le trottoir, elle observa la propriété. Le jardin était bien entretenu, avec des haies soigneusement taillées et des parterres de fleurs colorées. Une voiture était garée dans l'allée, mais Laura n'était pas certaine si elle appartenait à la directrice Brox, ni même si elle y habitait encore. Tandis qu'elle hésitait sur le trottoir, Laura réalisa qu'elle n'avait jamais vraiment parlé au proviseur Brox, hormis quelques brèves rencontres. Il y avait eu le jour de la disparition, où le proviseur lui avait présenté ses condoléances, et une fois où Laura était venue manifester chez elle avec d'autres parents. Elles avaient également échangé quelques mots au commissariat des années auparavant, mais au-delà de cela, leurs interactions avaient été minimes malgré le fait qu'elles habitaient le même quartier. Prenant une grande inspiration, Laura s'approcha du porche et frappa à la porte. Elle attendit, le cœur battant, mais aucune réponse ne lui parvint. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, gênée par sa décision impulsive, elle aperçut deux femmes marchant sur le trottoir. L'une semblait avoir la trentaine, l'autre était plus âgée ou plus proche de l'âge de Laura et, alors qu'elle s'engageait sur l'allée menant à la maison, leurs regards croisèrent celui de Laura. Elle reconnut immédiatement la femme âgée, la directrice Lillian Brox, même si le temps avait creusé des rides sur son visage et adouci la netteté de ses traits. La directrice ne sembla pas reconnaître Laura au premier abord, son expression était polie mais interrogative. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais prudente. Laura déglutit difficilement, soudain nerveuse. « Je suis Laura Callaway, dit-elle, voyant la directrice reconnaître sa voix. La directrice Brox se figea un instant, son sang-froid s'effritant tandis qu'elle commençait à bégayer. « Oh, Madame Callaway, s'il vous plaît, accordez-moi un instant. » Elle se tourna vers la jeune femme et la conduisit vers la maison. « Pourquoi n'entrez-vous pas vous installer confortablement ? J'arrive tout de suite. » Tandis que la directrice tâtonnait avec ses clés pour ouvrir la porte, l'esprit de Laura s'emballa. Elle savait qu'elle n'avait pas d'enfant, alors qui était cette jeune femme ? Était-elle en train d'interrompre quelque chose d'important ? Une fois la jeune femme à l'intérieur, la directrice Brox la suivit. Laura aperçut à travers la porte à peine ouverte et alluma les lumières de la maison. Laura décida de s'approcher de la porte et d'attendre sur le seuil. Elle hésitait entre appeler ou attendre, mais à mesure que les minutes passaient, l'impatience s'installait. La maison était étrangement silencieuse, à l'exception d'un léger murmure de voix au loin. Au bout d'un moment, elle leva la main et frappa à nouveau, malgré le fait que la porte fût encore légèrement entr'ouverte. Des pas, puis soudain la porte s'ouvrit en grand. Lillian réapparut précipitamment, s'essuyant les mains sur les côtés de son chemisier comme si elle venait de les laver. « Je suis vraiment désolée pour l'attente, » dit-elle avec un petit rire forcé. « Pardonnez-moi, mais votre nom, il me dit quelque chose, mais je n'arrive pas à le retrouver. » Laura inspira profondément avant de répondre. « Je suis la mère de Rory Callaway, » dit-elle en observant attentivement la réaction de la femme. « Ma fille était en CM2 en 1996. Elle a disparu pendant la sortie scolaire. » Le visage de la directrice pâlit et elle peinait à garder le sourire. Laura ne put s'empêcher de remarquer sa nervosité, son regard oscillant entre Laura et la femme à l'intérieur. Derrière elle, par la porte à peine ouverte, Laura aperçut la jeune femme debout à l'intérieur, elle ne participait pas encore à la conversation, mais elle restait en retrait, comme si elle observait, écoutait. La directrice Brox s'éclaircit la gorge, essayant de retrouver son calme.
Madame Callaway, je ne suis plus directrice d'école. Voyez-vous, j'ai pris une retraite anticipée il y a quelques années. Puis-je vous demander pourquoi vous êtes ici? Laura marqua une pause avant de décider d'être directe. J'ai une question concernant le jour de la sortie scolaire. Je suis désolée d'être arrivée à l'improviste, j'étais dans le coin quand j'y ai pensé, dit-elle d'une voix posée malgré son agitation intérieure. Je ne vous prendrai pas trop de temps, promis. La directrice jeta un nouveau coup d'œil par-dessus son épaule à la femme à l'intérieur, puis à Laura. D'accord, dit-elle à contre-cœur, mais je ne peux pas rester longtemps. J'ai un invité qui m'attend. Laura hocha la tête en signe de compréhension et fouilla dans son sac à main pour en sortir la photo de classe. Elle la montra au proviseur Brox. Cette photo, commença Laura, a-t-elle été prise à l'école ou pendant le voyage? La directrice Lillian Brox plissa les yeux en examinant la photo un instant, l'air perdu dans ses pensées. Elle fronça les sourcils. Je crois que c'était pendant. Commença-t-elle, avant de rapidement revenir sur sa déclaration. Non, elle a été prise sur le parking de l'école. Le cœur de Laura fit un bond devant l'hésitation du directeur. Elle insista. Étiez-vous en voyage ce jour-là? Les yeux de la directrice s'écarquillèrent légèrement et elle secoua la tête. Non, je suis resté à l'école. Monsieur Grégory, le professeur principal, et un membre de l'administration ont participé à l'excursion. C'était moi qui devais m'y rendre, mais j'avais une affaire importante à régler à la dernière minute, alors l'administration m'a remplacé. Laura hocha lentement la tête, assimilant l'information. Cela correspondait à ce qu'elle avait toujours cru, mais quelque chose clochait encore. Elle décida de poser une dernière question, espérant ne pas aller trop loin. Ce sera peut-être ma dernière question, si vous le permettez. Avez-vous remarqué quelque chose de suspect chez Monsieur Grégory ce jour-là? Rien du tout. À ces mots, l'attitude de la directrice Brox changea. Sa voix prit une pointe d'agacement lorsqu'elle répondit, non, Madame Callaway. J'ai fait toutes ces déclarations à la police d'innombrables fois. Je n'aurais jamais cru Monsieur Grégory capable d'une chose pareille. Elle marqua une pause, son expression s'adoucit légèrement. Je préférerais ne plus en parler. Ça m'a brisé le cœur aussi, et j'ai pu tourner la page. Je ne veux pas rouvrir de vieilles blessures. Laura ressentit un pincement de culpabilité aux paroles du directeur. Elle n'avait pas voulu la blesser davantage. Je suis désolée, dit-elle doucement. Je comprends. Vraiment. C'est juste que, je n'arrive toujours pas à croire que ma fille ait disparu. À sa grande surprise, Laura sentit les larmes lui monter aux yeux. Je ne sais pas ce que j'espérais, mais peut-être que vous auriez une réponse après tout ce temps. Laura fouilla dans son sac à main et en sortit un mouchoir en papier, se tamponnant les yeux. Sa vision s'éclaircit et elle remarqua la jeune femme à l'intérieur qui les observait attentivement, son regard était empreint d'un mélange de curiosité et d'inquiétude. L'expression de la directrice Brox s'adoucit encore. Je comprends votre douleur, Madame Callaway. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pris une retraite anticipée. Tant que j'ai travaillé dans cette école, je n'ai jamais pu surmonter ce chagrin. Elle hésita un instant, puis s'avança et serra brièvement Laura dans ses bras. Je sais que cela fait 27 ans aujourd'hui. Vous n'êtes pas la première mère à venir ici ce jour-là au fil des ans. Laura fut surprise par cette soudaine démonstration d'émotion. Elle remit la photo dans son sac et, en se séparant, elle parvint à esquisser un faible sourire. Merci pour votre temps. Je dois y aller maintenant. Je suis désolé de vous avoir fait perdre votre après-midi. Alors que Laura se préparait à partir, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que l'histoire était plus complexe, l'hésitation initiale du directeur, la présence de la jeune femme mystérieuse et les subtiles incohérences dans ses réponses la rongeaient. Pourtant, elle savait aussi que ses soupçons étaient peut-être simplement dus à une suranalyse. Hélène avait raison, elle ne pouvait pas se permettre de se laisser à nouveau aller à de faux espoirs. En retournant vers l'arrêt de bus, Laura était submergée par des pensées et des émotions contradictoires.
La pluie qui menaçait toute la journée commença enfin à tomber, harmonisant son humeur maussade. Arrivée à l'abri de l'arrêt, elle sortit son téléphone et le fixa, se demandant si elle devait essayer de contacter à nouveau le policier chargé de l'affaire. Mais avant que Laura puisse se décider, le bus arriva. Elle monta à bord et s'installa près de la fenêtre. Alors que le bus s'éloignait du trottoir, elle serrait la photo contre sa poitrine. La pluie continuait de tomber à un rythme soutenu sur le trottoir, même si au moins le vent s'était calmé. Laura était assise dans le bus, l'esprit en proie à des pensées et des questions. Sa rencontre avec le directeur Brox lui avait laissé plus de doutes que de réponses, et elle ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment que quelque chose clochait. Alors que le bus s'engageait dans les rues détrempées, Laura soupira et sortit son téléphone, espérant une notification, un appel manqué ou n'importe quoi, mais l'écran resta noir. Aucune réponse de l'agent. L'arrêt de Laura apparut, et elle descendit, s'avançant sous la bruine légère. Le fleuriste était juste en bas de la rue, ses fleurs colorées contrastant fortement avec la grisaille du jour. En approchant, Laura s'arrêta sous l'auvent d'une boutique voisine, espérant que la pluie cesserait. Là, dans l'attente, elle hésita, se demandant si elle devait rappeler. Cela changerait-il quelque chose après sa conversation avec le proviseur? Elle doutait d'obtenir quelque chose de nouveau, l'agent ne ferait probablement que répéter ce qu'elle avait déjà entendu. Avec un léger soupir, elle rangea le téléphone dans son sac. Peut-être qu'Hélène avait raison, peut-être qu'elle rouvrait de vieilles blessures pour rien. Mais malgré tous ses efforts pour les repousser, l'image de la jeune femme chez le proviseur Brox et son comportement nerveux la hantaient. Quelque chose clochait. Décidant qu'elle avait assez attendu, Laura prit une grande inspiration et courut chez le fleuriste, son sac à main au-dessus de sa tête comme un parapluie improvisé. La pluie froide lui collait à la peau, transperçant le tissu de ses vêtements, mais elle le remarqua à peine. Il lui suffisait de traverser la rue, se mouiller un peu ne ferait rien. Arrivée à la boutique, elle poussa la porte et le doux carillon de la cloche au-dessus de sa tête annonça son arrivée. Le passage de la pluie fraîche à l'air chaud et parfumé de l'intérieur fut immédiat. Le parfum des fleurs fraîches l'enveloppa d'un doux mélange de roses. « Madame Callaway », dit la fleuriste en la reconnaissant. « Je me demandais si on vous verrait aujourd'hui. » Laura parvint à lui adresser un petit sourire en retour. « Bonjour, Sarah. »« Oui, je suis là pour ma commande habituelle. » Alors que Sarah commençait à rassembler les fleurs que Laura choisissait habituellement pour la tombe de Rory, Laura se surprit à parcourir la sélection du magasin. La variété semblait moins vaste que les années précédentes, et elle ne put s'empêcher d'éprouver une pointe de déception. Remarquant l'expression de Laura, Sarah s'excusa, « Je suis désolée, nous n'avons pas autant de choix cette année. La météo a été capricieuse et a affecté nos fournisseurs. » Laura hocha la tête en signe de compréhension. « Tout va bien, Sarah. Je suis sûre qu'on peut encore préparer quelque chose de beau pour Rory. » Tandis que Sarah continuait de cueillir des fleurs, la cloche au-dessus de la porte sonna de nouveau. Laura se retourna et vit Hélène et son mari, Matthew, entrer dans la boutique. Leurs regards se croisèrent et, l'espace d'un instant, la surprise, puis l'inquiétude, passèrent sur le visage d'Hélène. « Laura, » dit Hélène en s'approchant de son amie. « Je croyais que tu étais allée chez le fleuriste tout à l'heure. Tout va bien ?» Laura hésita, ne sachant pas trop quoi raconter de sa visite impromptue chez le principal Brox. « Je me suis un peu laissé distraire, » dit-elle finalement. « Mais c'est bon de vous revoir tous les deux. » Matthew serra chaleureusement la main de Laura. « Content de te revoir aussi. Comment vas-tu ?» Avant que Laura puisse répondre, Sarah revint avec une brassée de fleurs. « Voilà, Madame Callaway. Voulez-vous les arranger vous-même, comme d'habitude ?» Laura hocha la tête, reconnaissante de la distraction. « Oui, merci, Sarah. Je vais m'en occuper. » Tandis que Laura commençait à disposer les fleurs en choisissant soigneusement chaque tige et la plaçant avec soin, Hélène et Matthew choisirent leur propre bouquet pour la tombe de Sally. La boutique était silencieuse, à l'exception du léger froissement du papier et des murmures occasionnels des conversations du couple.
Laura se perdit dans ses pensées tandis qu'elle travaillait, ses mains bougeant presque d'elles-mêmes pour créer une magnifique composition. Cette tâche familière était apaisante, lui permettant de repenser à sa rencontre avec le principal Brox. Devait-elle en parler à Hélène? Son amie comprendrait-elle ses soupçons, ou penserait-elle que Laura se raccroche encore à des brins de paille? Alors qu'elle finissait de nouer le ruban autour du bouquet, Laura leva les yeux et vit Hélène la regarder avec un mélange d'affection et d'inquiétude. « C'est magnifique, Laura, » dit Hélène doucement. Rory aurait adoré. Laura sentit les larmes lui monter aux yeux à l'évocation du nom de sa fille. « Merci, » parvint-elle à dire. « Je l'espère. » Elles se dirigèrent toutes les trois vers le comptoir pour payer leurs fleurs. Tandis que Sarah emballait le bouquet d'Hélène, Laura se surprit à observer le visage de son amie. Il y avait là une tristesse, un poids de chagrin que Laura ne connaissait que trop bien, mais aussi un calme, un sentiment d'acceptation que Laura enviait. « Laura, » dit-elle soudain d'une voix basse, « il y a quelque chose dont je dois te parler aujourd'hui. » Hélène se tourna vers elle, la curiosité mêlée d'inquiétude dans le regard. « Qu'y a-t-il, Laura ?» Laura prit une grande inspiration, se rassemblant. « Après avoir quitté ta maison, je suis allé voir le principal Brox. » Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent de surprise. « Tu as fait quoi? Pourquoi ?» Avant que Laura puisse s'expliquer, Sarah leur tendit leurs bouquets emballés. « Voilà, mesdames. J'espère que cela vous apportera un peu de réconfort aujourd'hui. » Laura et Hélène la remercièrent et, tandis qu'elle quittait la boutique, Laura sentit le regard interrogateur d'Hélène. Elle savait qu'elle devait une explication à son amie, mais elle ne savait pas comment exprimer ses soupçons sans donner l'impression de chasser des fantômes. Lorsqu'ils sortirent sur le trottoir, la pluie s'était enfin arrêtée, laissant derrière elle une odeur fraîche et propre. Matthew suggéra qu'ils aillent tous ensemble au cimetière, et Laura acquiesça d'un signe de tête. En se dirigeant vers la voiture de Matthew, Laura comprit qu'elle devrait partager ce qu'elle avait appris ou ce qu'elle croyait avoir appris avec Hélène. Mais, serrant son bouquet de fleurs, une petite partie d'elle-même se demanda si elle était prête à affronter les conséquences potentielles de redécouvrir le passé. Alors qu'ils s'installaient dans la voiture de Matthew, l'atmosphère était chargée de questions non formulées. Hélène se tourna vers Laura, son expression mêlant inquiétude et curiosité. « Laura, » commença-t-elle doucement, « pourquoi es-tu allée voir le principal Brox? Que espérais-tu trouver ?» Laura prit une grande inspiration, serrant le bouquet de fleurs sur ses genoux. Elle savait qu'elle devait peser ses mots. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que quelque chose clochait sur cette photo de classe, celle avec le bus scolaire. Hélène fronça les sourcils. Celui qu'on a vu tout à l'heure? Qu'en penses-tu? Je lui ai posé la question, expliqua Laura d'une voix plus animée. Elle a dit que la photo avait été prise à l'école avant le voyage, mais au début, elle a dit que c'était pendant le voyage, puis elle s'est vite reprise et a dit que c'était avant. Tu ne trouves pas ça étrange? J'avais l'impression qu'elle cachait quelque chose. Matthew jeta un coup d'œil à Laura dans le rétroviseur, l'air neutre. Laura, ça fait 27 ans. La mémoire peut nous jouer des tours, surtout après un événement aussi traumatisant. Laura acquiesça, reconnaissant son point de vue. Je sais. Mais il y avait autre chose, quand je suis arrivé chez elle, il y avait une jeune femme, quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant et la directrice semblait nerveuse, comme si elle ne voulait pas qu'elle sache de quoi nous parlions. Hélène et Matthew échangèrent un regard que Laura ne parvint pas à déchiffrer. Après un moment de silence, Hélène prit la parole, d'une voix douce mais ferme. Laura, je comprends le besoin de trouver des réponses, croyez-moi. Je le comprends, mais nous avons déjà vécu cette situation. Vous souvenez-vous, il y a 3 ans, quand vous pensiez avoir trouvé un lien entre le chauffeur de bus et cette affaire classée dans l'Oregon? Laura ressentit une bouffée de gêne à ce souvenir. Elle avait passé des semaines à croire avoir découvert un indice crucial, pour finalement s'apercevoir que cela ne la menait à rien. C'est différent, insista-t-elle, même si une petite partie d'elle-même se demandait si elle cherchait à se convaincre elle-même autant que ses amis. La voiture se tut tandis qu'ils empruntaient les rues familières en direction du cimetière. Laura regarda par la fenêtre,
observant la ville céder la place à un environnement plus rural. Le ciel se dégageait, des taches bleues apparaissant entre les nuages. Alors qu'ils approchaient des portes du cimetière, Matthew rompit le silence. « Laura, on tient à toi. On ne veut pas que de faux espoirs te fassent à nouveau du mal. » Laura hocha la tête, la gorge serrée. « Je sais. » Elle dit doucement, « C'est juste que, je ne peux pas m'empêcher de ressentir ça. » Rory, Sally et tous les autres méritent plus que l'acceptation, ils méritent la vérité. Hélène tendit la main et serra celle de Laura. « C'est vrai, acquiesça-t-elle, mais parfois, la vérité, c'est qu'on ne sait jamais tout, et c'est une chose avec laquelle il faut apprendre à vivre. » Tandis que Matthew garait la voiture, Laura ressentit un mélange d'émotions, le chagrin familier, l'espoir persistant, et maintenant un nouveau sentiment de détermination. Elle savait que ses amis étaient bien intentionnés, mais elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que sa rencontre avec le principal Brox avait ouvert une porte depuis longtemps close. Ils sortirent dans l'air frais et humide, l'odeur de la terre fraîchement retournée persistant tandis qu'ils traversaient le cimetière. La pluie avait cessé, laissant derrière elle un silence paisible, presque inquiétant. Leurs pas étaient étouffés par le sol meuble tandis qu'ils marchaient vers les tombes de Rory et Sally proches, certes, mais suffisamment proches pour qu'Hélène et Laura les aient disposés ensemble, un petit réconfort dans leur chagrin partagé. Laura s'approcha d'abord de la pierre tombale de Rory, le cœur lourd, s'agenouillant et déposant délicatement le bouquet de fleurs à sa base. Les pétales, encore frais de rosée matinale, ajoutaient une petite touche de couleur sur la pierre grise. Elle passa ses doigts sur le nom gravé, traçant chaque lettre comme si elle le mémorisait à nouveau. L'idée que cette pierre tombale marquait une tombe vide, aucun corps en dessous, aucune véritable conclusion lui déchirait le cœur. Ils avaient eu besoin d'un endroit où exprimer leur chagrin, d'un lieu tangible où se recueillir, mais l'absence des restes de Rory la hantait. Ce monument de pierre était à la fois un réconfort et un cruel rappel de tout ce qu'ils ignoraient. Avec un léger soupir, elle plongea sa main dans son sac à main s'ouvrit et Laura en sortit la photo usée. Elle la leva, observant le visage de sa fille, effleurant distraitement l'image du doigt. La douleur dans sa poitrine s'intensifia tandis que les souvenirs lui revinrent, le rire de Rory, sa façon de tirer sur sa manche pour attirer l'attention, la dernière fois que Laura l'avait embrassé pour lui dire au revoir. Les larmes lui montèrent aux yeux, débordant tandis qu'elle se laissait aller à une douleur aussi vive que le jour où tout était arrivé. Cette fois, elle ne chercha pas à retenir ses sanglots, les laissant couler librement. Au bout d'un moment, lorsque le poids de son chagrin s'allège juste assez pour lui permettre de respirer, Laura essuya ses larmes et se leva lentement. Elle jeta un coup d'œil à Hélène et Matthew, qui se tenaient près de la tombe de Sally, à quelques mètres d'eux, l'air perdu dans un profond deuil. Prenant une profonde inspiration, Laura s'avança, prête à les rejoindre. Mais alors qu'elle s'apprêtait à s'approcher, quelque chose attira son attention. Près du terrain où étaient enterrés la plupart des enfants disparus de l'école, elle aperçut une silhouette familière, la jeune femme de la maison du directeur Brox. Elle ne faisait pas que passer, elle se tenait immobile, les yeux fixés sur une pierre tombale, les mains jointes dans un silence contemplatif. Le pouls de Laura s'accéléra. Était-ce une simple coïncidence, ou y avait-il autre chose? Mettant son chagrin de côté pour l'instant, elle observa la femme dans la partie du cimetière où reposaient la plupart des élèves disparus. De nombreuses familles avaient choisi ce lieu de sépulture, c'était le seul véritable cimetière non loin du quartier. Sans hésiter, Laura se tourna dans l'autre direction et tapota doucement le bras d'Hélène. « Je reviens tout de suite », murmura-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Avant qu'Hélène ou Matthew puissent dire quoi que ce soit, Laura marchait déjà d'un pas rapide vers la jeune femme. En s'approchant, elle vit la femme pleurer, les épaules tremblantes, devant l'une des tombes. « Pardon », appela Laura doucement, pour ne pas la surprendre. La femme se retourna, la surprise et la peur se lisant sur son visage en reconnaissant Laura. Elle essuya rapidement ses larmes, comme pour se ressaisir. « On se retrouve », continua Laura, le regard fixe. « Je crois t'avoir vu chez la directrice Lilian tout à l'heure. » La femme baissa les yeux, se déplaçant mal à l'aise, comme si elle voulait reculer. « Je suis désolée,
ajouta Laura rapidement. Je ne voulais pas vous déranger. La femme expira doucement, puis secoua la tête. Ce n'est rien, murmura-t-elle. Je viens ici chaque année en ce jour pour faire mon deuil. Laura hocha la tête en signe de compréhension. Moi aussi, même si je viens généralement tôt le matin. Aujourd'hui, j'étais en retard. Elle jeta un coup d'œil à sa montre, 16 heures. Un silence s'installa entre eux, lourd de mots non prononcés. Puis Laura demanda doucement, de qui pleurez-vous la mort? Étiez-vous parent avec l'un des élèves disparus il y a 27 ans? La femme hésita, les lèvres légèrement entr'ouvertes avant de se serrer à nouveau. Un instant, elle sembla réfléchir à sa réponse, puis hocha lentement la tête, réticente. Laura sentit son malaise et n'insista pas davantage, mais, son regard se portant vers la pierre tombale, elle remarqua une petite photo encadrée posée à proximité. L'image, floue par l'âge, collait à la vitre, mais Laura distinguait les contours d'un visage de jeune fille. La femme suivit le regard de Laura et, comprenant ce qu'elle voyait, se pencha vivement et ramassa la photo, la serrant fort contre sa poitrine. « Je suis désolée, dit doucement Laura. Je ne voulais pas empiéter sur votre vie privée. » Elle croisa le regard de la femme, le sien empreint de compréhension. « Tu devais vraiment aimer ta sœur et lui manquer. » Laura recula d'un pas, prête à partir pour ne pas causer plus de détresse. Mais au moment où elle se retournait, la femme l'appela d'une voix incertaine mais ferme. « Attendez. » Laura marqua une pause et regarda en arrière. « Pourquoi es-tu allée chez la directrice Lilian tout à l'heure ?» La question inattendue prit Laura au dépourvu. Elle se tourna vers la femme, scrutant son expression où il y avait plus que de la curiosité dans son regard, quelque chose de prudent. « Je demandais juste des nouvelles du jour de la sortie scolaire, admit Laura. Je voulais savoir si elle était là quand les élèves sont partis, ou si elle les avait accompagnés. » Laura fouilla dans son sac à main et en sortit la photo, maintenant légèrement froissée, qu'Hélène lui avait montrée. Elle la tendit à la femme. « Mon amie Hélène », Laura fit un geste vers Hélène et Matthew, toujours debout près de la tombe de Sally, m'a montré cette photo tout à l'heure. Je ne l'avais jamais vue auparavant, et elle m'a troublé. Je ne me souvenais pas que la directrice Lilian était là ce jour-là. La femme fixa la photo, serrant plus fort sa propre photo encadrée. Laura soupira et secoua légèrement la tête. La directrice Lilian a confirmé que cette photo avait été prise sur le parking de l'école avant le voyage, mais... La femme s'interrompit, ne sachant comment achever sa phrase. Son regard s'attarda sur les visages des enfants sur la photo. Un petit rire léger, mais teinté de tristesse, s'échappa de ses lèvres, mais lorsque son regard se posa sur un visage en particulier, des larmes coulèrent sur ses joues. Les mots sortirent dans un murmure étouffé, teinté d'affection et de chagrin. « Rory était un vrai con », dit la femme. Son ton était doux amer et chaleureux, ce qui serra le cœur de Laura. Laura dressa l'oreille à ce nom. « Tu connaissais Rory ?» demanda-t-elle, incapable de dissimuler l'urgence dans sa voix. La femme sursauta, comme si elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un la surprenne. Elle rendit la photo de classe à Laura, les mains légèrement tremblantes. « Je suis la mère de Rory », dit Laura d'une voix assurée malgré le tourbillon d'émotions qui l'envahissait. « Savez-vous quelque chose sur Rory ?» La femme se figea, soudain sur la défensive, comme si Laura l'avait coincée. La confusion l'envahit lorsqu'elle remarqua le regard de la femme se poser sur la photo encadrée qu'elle serrait toujours contre sa poitrine. La ressemblance entre la femme et la jeune fille était frappante et un frisson parcourut l'échine de Laura. « Qui es-tu » demanda lentement Laura, d'un ton mesuré. « C'est toi cette fille ?» Elle désigna la photo, le cœur battant. La réponse de la femme fut immédiate et véhémente. « Non » cria-t-elle, mais la peur dans sa voix suggérait le contraire, comme si elle essayait de masquer une vérité plus profonde. « Ce n'est rien » dit doucement Laura en s'approchant. « Tu n'as pas à avoir peur. Es-tu l'une des survivantes, la fille sur cette photo ?» La femme secoua vivement la tête, la panique luisant dans les yeux, mais la rapidité de son déni ne fit que renforcer les soupçons de Laura. On aurait dit un autre mensonge.
Je crois que vous vous trompez, insista la femme, mais Laura lut le conflit dans son regard. Non, répondit Laura d'une voix ferme mais pleine de compassion. Tu sais que c'est toi. C'est toi à 100%. Les épaules de la femme s'affaissèrent et elle parut vaincue. Tu ne veux pas savoir qui je suis, murmura-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. C'est mieux pour tout le monde. Non, supplia Laura, le désespoir s'insinuant dans ses paroles. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais compris la disparition de ma fille, elle me ronge. Je viens ici chaque année pour lui rendre hommage, et après quelques mois, la douleur s'apaise. Mais ce jour arrive, et c'est comme le cycle du diable, un tourment sans fin pour mon âme. Les larmes montèrent aux yeux de la femme tandis qu'elle s'approchait, le cœur serré en attente de réponse. Si vous savez quelque chose, dites-le-moi. Les yeux de la femme brillèrent d'émotion. Laura insista, la voix plus assurée. Pourquoi étiez-vous chez la directrice Lilian tout à l'heure? Vous ne pouvez pas être la fille de Lilian, je sais qu'elle n'en a pas. La question flottait dans l'air, lourde de sous-entendus. La femme sentit son souffle se bloquer dans sa gorge et, l'espace d'un instant, le monde sembla s'arrêter, toutes deux prises dans un réseau de secrets et de vérités indicibles. Après un long silence, la femme finit par céder, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Vous avez raison. Je suis l'une des élèves disparues, une survivante. Le cœur de Laura s'emballa, l'incrédulité la submergeant. Qui Halta-t-elle, peinant à assimiler le poids des paroles d'Audrey. Je m'appelle Audrey Whitman, dit la femme d'une voix tremblante. Laura se souvint aussitôt, le nom d'Audrey était gravé sur la pierre tombale qu'elle avait vue lors de ses nombreuses visites, un souvenir obsédant de la tragédie. Tu étais dans la classe de ma fille, murmura Laura, essayant de contenir sa réaction. Ta famille savait-elle que tu étais en vie? Audrey secoua la tête, l'expression lourde de douleur. Non. C'est pour ça que je viens à la tombe plus tard dans la journée, mes parents viennent toujours le matin. Laura hocha la tête, se remémorant les fois où elle avait croisé les parents d'Audrey au cimetière, toujours à la même heure, le visage empreint de chagrin. Pourquoi n'es-tu pas rentrée? Demanda-t-elle doucement, sans vouloir insister, mais incapable de contenir sa curiosité. Je suis trop brisée, répondit Audrey d'une voix tremblante. C'est une longue histoire. Laura avait le cœur serré pour la jeune femme devant elle, accablée par un passé auquel elle ne pouvait échapper. Tu n'es pas obligé de tout partager avec moi, dit-elle doucement. Mais je t'en prie, rends-toi à la police, donne-leur ton témoignage et tes preuves. Audrey secoua la tête avec véhémence. Non. Le directeur a dit que je ferais du mal à tout le monde. Une douzaine de familles se bousculèrent dans l'esprit de Laura à l'évocation de la directrice Lilian. Lilian Brock savait que tu étais en vie depuis tout ce temps, et elle te décourageait. Laura avait du mal à y croire. Pourquoi ferait-elle ça, murmura-t-elle. Je lui faisais confiance, avoua Audrey d'une voix brisée. Elle était la seule à comprendre ma douleur. Laura ressentit une vague d'émotion. Audrey, la douleur, c'est vivre dans l'inconnu, et nous souffrons tous déjà. Ça ne peut pas être pire. Mais ton témoignage pourrait nous aider. Tu nous sauverais tous, en nous permettant de tourner la page en révélant la vérité. Audrey leva les yeux, cherchant la sincérité de Laura. Vraiment? Laura hocha la tête avec ferveur, le cœur serré. Oui. Tu aiderais les familles des victimes. S'il te plaît, Audrey. Après un long silence, la détermination d'Audrey s'effrita. Les mains tremblantes, elle prit une grande inspiration et attrapa son téléphone. Je pense que tu as raison, dit-elle. J'ai hésité longtemps avec cette décision, mais Lilian m'a toujours découragé, et je croyais qu'elle avait ses raisons. Mais en te voyant ici, j'appelle la police. Laura regardait Audrey attendre l'arrivée de l'officier, le soulagement mêlé d'impatience. Dès son arrivée, la vérité finirait par les libérer. Le travail? Tu le soupçonnais? Demanda Lioa, incrédule. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Je ne pouvais pas sans preuve, a expliqué l'inspecteur ROR.
Le docteur Velman est très respecté dans cette communauté. Porteur des accusations sans preuve aurait été irresponsable. Une agitation à la clinique a attiré leur attention. Les policiers encerclaient le bâtiment, armes au poing. Par haut-parleur, un policier a ordonné aux occupants de sortir, main visible. « J'ai besoin que vous restiez tous les deux ici », ordonna fermement l'inspecteur ROR. C'est une opération policière active. Il se dépêcha de rejoindre son équipe, laissant Marsha et Lewa observer la scène avec anxiété depuis le parking de la station-service. Quelques minutes plus tard, la porte de la clinique s'ouvrit. Le docteur Nathan Velman en sortit le premier, les mains levées au-dessus de la tête. Son apparence impeccable avait disparu, sa chemise était froissée, ses cheveux en bataille, et son expression mêlait défi et résignation. Derrière lui arrivait un autre homme, plus grand et plus musclé, avec de légères marques sur le visage et les mains ou des restes de tatouages partiellement effacés par brûlure ou laser. Marsha comprit qu'il s'agissait de Marcus Dax. Les policiers ont rapidement menotté les deux hommes et les ont conduits dans des véhicules de police séparés. L'inspecteur ROR s'est approché du docteur Velman et lui a parlé intensément pendant un moment avant que le médecin ne soit installé dans une voiture de patrouille. Puis, un événement inattendu s'est produit, d'autres policiers sont sortis du bâtiment, accompagnant cette fois 3 femmes à l'air frêle qui étaient soigneusement conduites vers les ambulances qui attendaient. « Oh mon Dieu !» halta Marsha en serrant le bras de Lewa. « Ce sont elles, nos filles. » Sans réfléchir, ils traversèrent la rue en courant, ignorant l'officier qui tentait de les arrêter. Freya, Chiara et Kali étaient chargés sur des civières, paraissant gravement mal nourris et désorientés. Leurs visages autrefois éclatants étaient décharnés, leurs yeux creusés par des mois de captivité. « Maman !» s'écria Marsha en prenant la main de sa fille. Le regard vague de Freya comprit lentement qu'elle la reconnaissait. « Maman !» murmura-t-elle, la voix brisée par le manque d'attention. Un ambulancier est intervenu doucement. « Madame, il faut les emmener à l'hôpital immédiatement. Ils sont gravement déshydratés et mal nourris. » L'inspecteur ROR apparut aux côtés de Marsha. « Ils sont vivants, Madame Langston, tous les 3. Nous les emmenons immédiatement à l'hôpital général de Meadow Ridge. »« Comment les as-tu retrouvés si vite ?» demanda Lia, les larmes aux yeux. Une fois le bâtiment franchi, ce n'était pas difficile, a expliqué l'inspecteur. Ils étaient détenus dans ce qui était autrefois le service d'isolement de la clinique. Marsha sortit son téléphone, les mains tremblantes, et appela Isabelle. « Isabelle, ils les ont trouvées, elles sont vivantes. On est à l'ancienne clinique de Meadowview, mais ils emmènent les filles à l'hôpital général de Meadow Ridge. On se retrouve là-bas. » Le cri de joie d'Isabelle fut audible même par l'inspecteur ROR, qui hocha la tête en signe de compréhension. « Vous pouvez suivre les ambulances jusqu'à l'hôpital. Je vous y retrouverai une fois la scène sécurisée. » Alors qu'ils se hâtaient de rejoindre la voiture de Marsha, ils virent arriver les équipes médico-légales, prêtes à fouiller la clinique abandonnée à la recherche de preuves. L'inspecteur ROR coordonnait déjà les agents et les dirigeait vers différentes zones de la propriété. Marsha démarra sa voiture, les mains tremblantes, et partit à la poursuite des ambulances. Sur le chemin, Lewa appela de nouveau Isabelle pour la mettre au courant. L'inspecteur ROR a dit qu'ils avaient arrêté le docteur Velman et un autre homme, ce doit être Marcus Dax. Ils ont trouvé les filles dans la vieille clinique. Elles sont vivantes, Isabelle, ou elles sont vraiment vivantes. Le trajet jusqu'à Meadow Ridge Général lui parut à la fois interminable et instantané. Après 6 mois d'angoisse et d'incertitude, à imaginer les pires scénarios possibles, ces filles étaient en vie, blessées, traumatisées, mais vivantes. À leur arrivée, le service des urgences se préparait déjà à accueillir les patients. Les ambulances s'arrêtèrent devant la baie et les équipes médicales accoururent à leur rencontre, transférant efficacement les 3 jeunes femmes sur des brancards. Marsha et Lewa furent dirigés vers une salle d'attente privée, où Isabelle les rejoignit quelques minutes plus tard, essoufflée par la course. Les 3 mères s'étreignirent, leur soulagement et leur joie se mêlant à l'inquiétude face à l'état de leur fille. Les médecins disent qu'ils nous tiendront au courant dès qu'ils auront examiné leur état, expliqua Marsha en essuyant ses larmes.
Ils souffrent de malnutrition sévère, mais ils sont vivants. Que s'est-il passé? Pourquoi le docteur Velman les a-t-il pris? Demanda Isabelle en serrant la main de Marcha. Je ne sais pas encore, admit Marcha. L'inspecteur Héroer a dit qu'il expliquerait tout à son arrivée. Pendant qu'elles attendaient, le personnel hospitalier prenait régulièrement de leurs nouvelles, leur offrant de l'eau et les rassurant. La nouvelle s'était rapidement répandue dans tout l'hôpital que les infirmières disparues avaient été retrouvées, et de nombreux membres du personnel, certains ayant travaillé avec les jeunes femmes, se sont rassemblés dans le couloir, impatients d'avoir des nouvelles. Quelques heures plus tard, l'inspecteur Héroer arriva, accompagné de 2 agents. Son visage trahissait la tension de la journée, mais une satisfaction évidente se lisait dans ses yeux. Ils sont en cours de stabilisation, leur a-t-il dit. Les médecins disent qu'avec le temps et des soins appropriés, ils se rétabliront physiquement. On peut les voir, demanda Isabelle avec empressement. Bientôt, a-t-il promis. L'équipe médicale travaille encore avec eux, mais ils m'ont assuré que vous serez admis dès que possible. Qu'est-il arrivé à nos filles, inspecteur? Pourquoi le docteur Velman les a-t-il emmenées? Demanda Marcha, la question qu'ils attendaient tous avec impatience. L'inspecteur Héroer fit un geste vers les chaises vides. Vous devriez vous asseoir. C'est une histoire compliquée, et nous en sommes encore à reconstituer les éléments. Une fois qu'ils furent tous assis, le détective Héroer commença à expliquer ce que la police avait appris lors de son interrogatoire initial du docteur Velman et de Marcus Dax. D'après ce que nous avons compris jusqu'à présent, le docteur Velman a engagé Marcus Dax par l'intermédiaire d'un réseau criminel pour se débarrasser des 3 infirmières, expliqua-t-il d'une voix grave. Il voulait qu'elles disparaissent discrètement, définitivement. Mais pourquoi? Demanda Lewa, horrifié. C'est là que les choses se compliquent, poursuivit l'inspecteur. D'après Dax, il était censé les tuer, mais il n'a pas pu le faire. Au lieu de cela, il les a retenus prisonniers dans la clinique abandonnée, qui, comme nous l'avons découvert, appartenait auparavant au père du docteur Velman avant sa fermeture il y a 15 ans. Alors ils sont là depuis tout ce temps, demanda Isabelle, la voix tremblante. L'inspecteur Héroer hocha la tête solennellement. Dans une aile fermée qui servait autrefois de salle d'isolement. Ils étaient détenus dans des conditions extrêmement précaires, sévèrement mal nourris et médicalement négligés, pourtant, ils étaient maintenus en vie. Mais pourquoi Marcus Dax les garderait-il en vie s'il était engagé pour les tuer? Demanda Marcha. Pour faire pression, expliqua l'inspecteur. Dax fait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt en cours, outre celui du braquage de la supérette. Il a exigé du docteur Velman une chirurgie faciale illégale pour l'aider à échapper aux forces de l'ordre. Il pensait qu'un nouveau visage lui offrirait un nouveau départ, une identité propre. Le docteur Velman a refusé. Les connaissances médicales de Lewa l'ont aidé à reconstituer l'affaire, ce que l'inspecteur Héroer a confirmé. Le docteur Velman tergiversait depuis des mois, prétextant qu'il ne disposait ni du matériel stérile ni des anesthésiques nécessaires à son cabinet, et que pratiquer l'opération à l'hôpital les exposerait tous deux. D'après Dax, le médecin lui aurait dit « Je ne risquerai pas tout pour un voyou comme vous. » Alors les uniformes dans les égouts. Comment ça marcha? C'était Dax qui envoyait un message, a déclaré l'inspecteur. Il était furieux d'avoir été manipulé. Il a pris les uniformes des infirmières, les a enveloppés de fils de fer et de sparadrap, et les a jetés dans les toilettes industrielles de la clinique abandonnée, reliées au tout à l'égout. Il voulait faire pression sur le docteur Velman pour qu'il pratique l'opération en menaçant de révéler ce qu'ils avaient fait, et ce blocage nous a permis de retrouver les uniformes. Isabelle réalisa, c'est exact. L'inspecteur Héroer a ajouté, lorsque nous avons enquêté sur la piste de Dax grâce aux empreintes digitales, nous sommes allés à sa dernière adresse connue, mais bien sûr, il n'y était pas. Il séjournait depuis toujours dans la clinique abandonnée, surveillant les infirmières. A-t-il avoué tout cela? Demanda Lia. Oui, sans hésiter, répondit l'inspecteur. Il semblait presque soulagé d'avoir été arrêté. Ses mots exacts étaient, c'est Doc qui a tout monté, j'ai juste fait le sale boulot. Une infirmière apparut à la porte, interrompant leur conversation.
Excusez-moi, mais une patiente demande à vous parler. Elle dit que c'est important. Lequel? Demanda Marsha avec anxiété. Freya Langston, répondit l'infirmière. Elle est plus stable que les autres.